Voix d'université, le podcast de France Université. 3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce format un peu particulier de Voix d'université. On vous avait promis pour ce mois-ci un épisode de clôture consacré à la médiation scientifique. Mais le monde universitaire n'échappe pas aux imprévus et nous avons pris la décision de le reporter à la rentrée de septembre. Ce n'est que partie remise et on vous promet une ouverture de saison 2 absolument grandiose avec Fred Courant, cofondateur de l'Esprit Sorcier, et Yael Wormser, lauréate nationale de ma thèse en 180 secondes. Une rentrée où le podcast pourrait également changer de dimension. On ne vous en dit pas plus, mais ouvrez bien grand les yeux en septembre. Pas question pour autant de vous laisser les mains vides tout l'été, alors pour marquer la fin de cette première saison, nous vous proposons 2 épisodes hors série. Un format court pour décrypter, avec un invité de premier plan, un sujet qui anime le monde académique. Dans ce premier épisode, nous nous attaquons à un sujet crucial que l'on appelle souvent le nerf de la guerre, une question qui interpelle autant qu'elle inquiète, le financement de nos universités. Droit d'inscription, hausse des coûts, budget sous tension et débat sur l'autonomie financière des établissements. La situation de nos campus est devenue un enjeu national majeur. Alors comment fonctionnent réellement les finances de nos universités ? Quelles sont les solutions pour sortir de la crise ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans quelques instants. C'est parti pour ce hors-série d'été de Voix d'université. Pour mesurer l'urgence de la situation financière des universités, il suffit de regarder l'actualité récente. Face à des budgets de plus en plus asphyxiés, à l'inflation et à la hausse des dépenses non compensées par l'État, tous les établissements prévoient d'être déficitaires à la fin de l'année. Une situation aussi inédite que critique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a donc pris une initiative, lancer des assises du financement des universités. L'objectif, mettre à plat un modèle qui s'essouffle et trouver de nouvelles trajectoires financières pour nos établissements. Mais dans ce grand chantier national, une question cristallise toutes les tensions et occupe le devant de la scène médiatique, l'éventuelle augmentation des droits d'inscription pour les étudiantes et les étudiants. L'idée de faire varier ou d'augmenter ces frais, notamment à l'égard des étudiants internationaux, fracture la communauté académique entre pragmatisme économique et défense absolue du service public. Pour mieux comprendre la question complexe de ce financement, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Boulanger. Bonjour. Bonjour. Hélène Boulanger, vous êtes présidente de l'Université de Lorraine et vice-présidente de France Université, une double casquette qui vous place forcément au cœur de ces enjeux. Pourquoi parle-t-on autant du financement des universités aujourd'hui ? Alors probablement parce que les universités elles-mêmes tirent la sonnette d'alarme. C'est un phénomène assez nouveau. On avait les années précédentes des universités qui étaient en difficulté, souvent de manière relativement ponctuelle, et on trouvait des solutions et on repartait de l'avant. La situation particulière en ce moment, c'est que tous les établissements connaissent des difficultés assez affirmées et que tous les présidents et présidentes sont mobilisés pour sensibiliser le grand public, nos interlocuteurs, les décideurs, sur une situation dont on voit bien qu'elle est en train de nous emmener dans le mur. Et ça se fait en parallèle d'un moment de l'histoire où les enjeux de compétitivité, de souveraineté, la capacité qu'on a à innover, et à se distinguer parmi les grandes nations dans le monde, la capacité qu'on a à former à de nouvelles compétences, que ce soit notre jeunesse bien évidemment, mais ça concerne aussi toutes les personnes qui sont en activité professionnelle aujourd'hui et qui sont confrontées à des transitions de grande importance. Donc les enjeux sont là, les moyens n'y sont plus et on se retrouve en fait dans une situation d'incohérence qui ne peut pas tenir très longtemps. Que dit réellement le rapport des assises sur le financement des universités et quelles sont les grandes conclusions qui s'en dégagent ? Alors, à mon sens, quand on lit le rapport qui découle de ces assises sur le financement des universités, il y a 2 grandes parties auxquelles s'intéresser. La première partie, c'est une partie diagnostique. Quel est l'état de la situation au juste aujourd'hui ? Qui est plutôt une partie positive, puisqu'on a passé des mois et des mois à se battre, à se lancer des chiffres par médias interposés. Mais non, il y a plus, mais non, il y a pas assez de sous. Mais si, il y en a plus, etc., etc., etc. Donc c'est plutôt une partie bénéfique de ce point de vue-là. Et puis une seconde partie qui propose un certain nombre de pistes de solutions. Donc sur la première partie, pour moi, l'effet positif majeur, c'est qu'il y a un diagnostic incontesté et incontestable qui nous dit « oui, on a bien un sujet sur le financement des universités et ça ne peut pas durer très longtemps comme ça ». Ce qui est déjà vraiment un point positif parce qu'on s'est battu à coups de chiffres « votre trésorerie est énorme, mais non, finalement, nous, on n'en a pas, mais si vous en avez, etc. etc., etc. » Donc voilà, le fait que
le point de départ, en tout cas la base du travail qui reste à construire, en fait, soit une base qui est l'accord de l'ensemble des parties prenantes, donc c'est plutôt positif. Deuxième partie, sur les solutions ou les pistes qui sont envisageables, il y a une chose que je retiens de manière majeure sur cette deuxième partie, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais il y a un ensemble de leviers possibles que l'on doit activer, probablement tous ensemble, pour apporter une réponse concrète à une vision politique que l'on a du rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche publique en France. Et justement, donc, dans cette deuxième partie qui propose des leviers, il y en a un qui occupe quasiment tout l'espace médiatique, c'est la question de la hausse des frais d'inscription pour tous les étudiants. Pourquoi, selon vous, les droits d'inscription concentrent-ils autant les débats et les passions en France ? C'est le sujet sensible par excellence, qui éveille à la fois des rêves chez certaines personnes et puis des peurs chez d'autres personnes. C'est un sujet qui est difficile à appréhender parce qu'il faut sortir, à mon sens, du jeu de posture. Posture qui consisterait à dire, par exemple, qu'augmenter les droits d'inscription apporterait des solutions à tous nos problèmes. C'est pas le cas. Ou une posture qui consisterait à dire on ne change rien, on garde des droits vraiment extrêmement minimes, parce que c'est le cas aujourd'hui. Et puis ça va apporter une réponse aux ambitions qu'on peut avoir pour l'enseignement supérieur et la recherche publique. Il me semble que la réalité, on doit l'étudier avec énormément d'attention, regarder ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres pays, quand on a essayé de bouger le modèle, bouger un petit peu le curseur, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on fait tel ou tel choix. Il me semble qu'il faut aussi qu'on regarde notre système aujourd'hui en se disant, finalement, est-ce que le modèle que nous avons en place aujourd'hui, il assure une égalité des chances d'accès à l'enseignement supérieur et à la recherche ? Pour moi, la réponse est non aujourd'hui. Il y a la question des droits d'inscription, mais on voit que ce n'est pas le seul élément. On peut avoir des droits d'inscription très modiques et puis des phénomènes d'éviction en fonction de l'origine sociale, en fonction de l'origine géographique. Voilà, tout un tas d'éléments qui pèsent en fait sur notre capacité à offrir les meilleures chances possibles à notre jeunesse. Et donc, si on met de côté la contribution directe des étudiants via ces droits d'inscription, quels autres leviers on peut encore mobiliser pour assurer un financement durable et pérenne des universités ? Alors, on peut travailler bien sûr sur tout ce qui est prestations, contrats de recherche, tout le travail que l'on fait avec nos partenaires socio-économiques de manière générale. C'est la mise à disposition d'équipements, c'est la réalisation de travaux de recherche en fait, qui font l'objet d'une rémunération directe par le privé. On peut travailler sur la partie projet, acquisition au travers de projets de financement nationaux et européens, bien évidemment, et puis aussi internationaux. Quand on développe une stratégie à l'international hors Europe, on peut aller sur des partenariats stratégiques dans lesquels chaque partenaire met des moyens aussi. Donc il y a ces pistes-là. Il y a bien sûr le développement de la formation initiale par alternance et de la formation continue. Les universités ont un rôle majeur, je le répète, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, face aux grandes transitions. Nous avons les ressources pour accompagner des personnes qui sont déjà en activité professionnelle dans des évolutions professionnelles liées à la transition numérique. Faut-il parler de transition, de révolution, on ne sait plus trop bien. Sur la transition énergétique, sur les transitions en matière de santé, enfin toutes les transitions qui affectent d'une manière générale le monde autour de nous et qui font que nous sommes à une période où avoir été formé quand on a 20-25 ans, c'est très bien, mais en général ça ne suffit pas parce que 10 ans plus tard, on doit faire évoluer des compétences à la fois techniques et humaine de manière générale. Je crois que c'est Jean-Michel Jolion qui répète assez régulièrement que la France a les étudiants les plus jeunes de l'OCDE. On a quelque chose à faire du côté de notre engagement au service de l'évolution de ces compétences de personnes qui sont déjà en activité professionnelle. Vous le rappelez très bien, les universités portent des missions de service public qui bénéficient à l'ensemble de la société. Elles jouent donc aussi un rôle clé pour notre démocratie. Si l'on sort des budgets et des chiffres, que permettraient des universités enfin mieux financées, tant pour le quotidien des étudiantes et étudiants que pour l'avenir de la société tout entière ? Alors ça serait formidable, déjà, premier élément de réponse. Ensuite, c'est moyen à la hauteur des missions qui nous sont confiées. Je reviens sur ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, il y a une question de cohérence.
Quand on veut faire quelque chose, il faut s'organiser pour pouvoir faire ce quelque chose. Je pense que depuis quelques années, il y a une incohérence entre un discours politique ou peut-on parler de vision, je ne suis pas très sûre, mais un discours politique qui donne des missions aux universités et les moyens dont elles disposent pour les assumer. Moi, je plaide pour davantage de cohérence, qu'on remette ça en cohérence parce que c'est intenable pour les agents de service public quand on leur demande de faire quelque chose et qu'on ne leur donne pas en fait la possibilité de faire ce quelque chose-là. Ça nous met extraordinairement en tension. Donc, dans un monde idéal où les universités seraient refinancées et que l'on pourrait assumer nos missions de service public pleinement, ce que cela changerait fondamentalement, c'est deux choses fondamentales. La première chose, c'est l'environnement physique pour nos étudiants, pour les chercheurs. Un environnement physique, ça veut dire la capacité de travailler sur l'immobilier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui doivent connaître ou qui ont vécu elles-mêmes ou eux-mêmes la dernière semaine de juin dans les campus universitaires, quand on doit faire passer des examens dans des salles où il fait plus de 40 degrés. Typiquement, avoir la capacité d'investir sur nos bâtiments, c'est avoir la capacité aussi d'adapter nos universités aux changements ou au dérèglement climatique et offrir de meilleures conditions de travail et d'études à la fois au personnel, aux étudiantes et aux étudiants. Ça me paraît quand même quelque chose d'assez important. Ça s'exprime aussi en termes d'équipement. Comment former au numérique, aux questions sur l'énergie, sur les ressources, sans avoir les plateformes pédagogiques qui permettent de le faire de manière à peu près correcte. C'est la même chose dans les laboratoires. Les équipements de recherche, c'est un des facteurs essentiels qui nous permet de nous tenir dans le concert des nations dans le monde et d'avoir une recherche qui se tient à la hauteur de ce qui peut être fait en Chine, aux États-Unis ou même chez nos voisins allemands ou d'autres voisins européens. Donc investir sur l'environnement physique, à la fois les équipements pédagogiques, recherche, l'immobilier, mais second point extrêmement important, investir sur les ressources humaines. Les ressources humaines, ce sont des personnes qui enseignent, ce sont des personnes qui font de la recherche, ce sont donc des enseignants-chercheurs ou des chercheurs ou des enseignants. Ça n'est pas complètement neutre et nous avons des départs à la retraite en nombre. Il va falloir renouveler nos compétences scientifiques. Et en mettant ça en lien aussi avec la place de la recherche française et de l'innovation dans le monde. Quand on n'a plus de chercheurs, c'est compliqué de faire de la recherche. En mettant ça en lien avec la réussite des étudiantes et des étudiants, on le sait, plus le taux d'encadrement est bon, meilleure est la réussite. Il n'y a pas vraiment de secret. Et puis, dans les ressources humaines, il y a aussi tous les personnels d'appui à la recherche et à la formation. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'utiliser des compétences de personnes qui sont titulaires d'un doctorat, d'une habilitation à diriger des recherches. On utilise du temps de travail à faire des choses pour lesquelles, finalement, elles ne devraient pas être employées pour qu'elles puissent se consacrer à l'acte pédagogique en tant que tel, à l'activité de recherche en tant que telle. Donc pouvoir remettre les ressources humaines en cohérence avec nos missions, avec la meilleure utilisation possible des ressources dont nous disposons, y compris les ressources humaines, oui, ça sera un projet assez sympa. Moi, je signe, c'est où ? Ce qui est intéressant et ce qui, je pense, donnera des clés de compréhension à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'on n'est donc pas uniquement dans un enjeu de financement, et c'est pour ça aussi qu'on en parle autant, c'est qu'il y a un enjeu de réussite étudiante, d'excellence académique, de cohérence, de compétitivité internationale. Donc c'est aussi important de le rappeler. Donc merci pour ça. Vous parliez du discours politique. Nous sommes à moins d'1 an des élections présidentielles de 2027. Donc j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce que une candidate ou un candidat peut sérieusement présenter un projet d'avenir pour la France sans y intégrer une vision forte et un plan de programmation pour ses universités ? Non, ça me paraît complètement invraisemblable en fait de ne pas parler de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que c'est tout simplement le lieu ou l'espace dans lequel on construit l'avenir d'une nation. Les États-Unis l'ont compris depuis belle lurette, la Chine l'a compris aussi depuis belle lurette, puisqu'ils ont ces résultats-là aujourd'hui, après avoir fait des efforts continus pendant plusieurs décennies.
Et dès lors que l'on a une vision ambitieuse pour la France, on doit forcément avoir une vision ambitieuse en termes de formation supérieure, en termes de recherche, en termes d'innovation. Alors bien évidemment, ce ne sont pas forcément des sujets faciles à porter politiquement, parce qu'on peut imaginer comme ça de prime abord qu'ils ne sont pas ancrés dans le quotidien des électeurs et des électrices. Oui, peut-être, mais de prime abord. Parce que ce que permet la formation supérieure, publique, ce que permet la recherche publique en termes de transformation en fait, de notre réalité quotidienne, c'est juste énorme. Je me demande souvent comment... En fait, les services publics sont là, donc je pense que tout le monde imagine que ils sont là, demain ils seront toujours là, et puis voilà. Est-ce qu'on peut passer un petit peu de temps à essayer d'imaginer une France sans université publique ? C'est une France dans laquelle il y a des créations d'entreprises qui ne se feront pas. Je vous donne juste un exemple. On a une société qui est issue de mon établissement qui travaille sur de nouvelles explorations, de nouvelles formes d'exploitation de l'hélium. Le détroit d'Ormuz est fermé. Aujourd'hui, l'hélium, c'est devenu une ressource éminemment stratégique sur laquelle il y a énormément de tensions. Et ça a des usages qui sont absolument nécessaires pour le quotidien de toutes et tous. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples d'entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont issues des travaux des universités. Le téléphone portable que la plupart des gens utilisent, le smartphone, il s'appuie sur une centaine de découvertes qui prennent les premières datent de la fin du 19e siècle. Sans université publique, il n'y aurait pas cela. L'amélioration de l'espérance de vie dans nos pays et un peu de manière générale dans le monde, elle est liée à quoi ? Elle est liée aux travaux de la recherche publique. Parce que la recherche publique s'intéresse à l'intérêt commun, à l'intérêt collectif. Notre objectif, c'est de construire une société plus juste et plus durable. Et que si nous n'étions pas là, nous ne serions que les marionnettes en fait, de systèmes ou de dynamiques qui s'appuient sur des intérêts privés et pas sur l'intérêt collectif. Et en termes de formation, c'est exactement la même logique. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus cette connexion entre formation et recherche ? Tout simplement, un décrochage en termes de compétences. On ne peut pas former des ingénieurs excellents si on n'a pas cette articulation entre les dernières connaissances issues de la recherche, les démarches d'innovation et le volet pédagogique. Donc un pays qui ne parie pas sur son avenir n'est pas un pays qui peut prétendre émerger au rang des grandes nations mondiales, qui ne peut pas prétendre tenir son rang en Europe. C'est ça aujourd'hui l'enjeu pour la France. Alors ça n'est pas contradictoire avec d'autres priorités politiques dont on parle énormément en ce moment. C'est partie prenante de cela. Pour moi, fondamentalement, la question devant laquelle on est en France aujourd'hui, c'est celle d'une société qui revient en fait à un système d'égalité des chances. C'est celle d'une société qui est plus juste dans ses formes, dans sa manière d'exister. Et c'est ça la question qui doit être traitée. L'enseignement supérieur et la recherche publique ont un rôle majeur à jouer en ce sens. Hélène Boulanger, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté ces éclairages essentiels qui nous rappellent que les universités jouent un rôle éminemment important dans la société pour une société plus juste pour toutes et tous et qu'elles sont aussi un enjeu crucial pour l'avenir de notre jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi ce premier hors-série d'été de Voix d'université. On espère que ces clés de lecture vous permettront de mieux comprendre les débats et les articles sur les budgets de nos établissements. Restez connectés, on se retrouve très vite pour notre second épisode hors série. Nous nous intéresserons à un autre grand sujet qui fait toujours beaucoup de bruit au mois d'août, le palmarès des 1000 meilleures universités du monde, plus connu sous le nom de classement de Shanghai. Nous recevrons Édouard Kaminski, président de l'université Paris-Cité, établissement qui se hisse au 60e rang mondial de ce classement. À très vite.